Comment fait-on quand on n'est pas dans le bon corps? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on prend la décision de changer de sexe? Nos deux invités qui viennent nous rejoindre vont nous expliquer leur parcours de vie. Venez, mes amis. Béatrice Denas, bonjour Béatrice, bienvenue. Vous venez de sortir un livre dans lequel vous racontez, qui s'appelle « Ce corps qui n'est pas le mien » aux éditions Forst. À vos côtés, Mariko. Bonjour Marie. Bonsoir. Vous avez été sous le feu de l'actualité, bien malgré vous d'ailleurs, parce que ce n'est pas ce que vous cherchiez, mais vous avez été élue la première mère transgenre de France, élue à Thiouat-les-Marchiennes. C'est Jean-Michel Laubry. Jean-Michel Laubry est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Ce n'est pas tout à fait innocent que vous soyez là. Ouais, non, mais je suis un peu ému parce qu'en fait, en sortant de l'école de journalisme, c'était quand même il y a 40 ans. J'ai connu Bruno, collègue à Fréquence Nord à l'époque. Ouais. On était tous les deux journalistes et Bruno est devenu un ami, un grand ami même. Je suis parrain de son fils. Et puis Bruno, il y a un peu plus de 2 ans, il m'a dit c'est la dernière fois que tu vois Bruno et bientôt tu verras Béatrice. Parce qu'en fait, il a décidé, après un long parcours, alors je vais le tutoyer, tu as quel âge aujourd'hui ? 64, on peut dire. Voilà, donc, à l'âge de 61 ans, il a opéré, au sens propre du terme également, il va nous en parler, sa conversion, et il publie aujourd'hui ce livre, « Ce corps n'était pas le mien », aux éditions First. Comment peut-on vivre pendant plus de 60 ans dans un corps qui n'est pas le sien ? C'est franchement difficile, évidemment. C'est difficile. Il y a des moments vraiment de détresse énorme. Il y a des moments où on n'en peut plus. Mais on s'accroche à ce qu'on peut. Tu t'es accroché à quoi ? Moi, je me suis vraiment accroché, alors, dans ma partie adulte, je dirais, à ce rêve que j'avais de créer une famille, d'avoir des enfants. J'ai eu la chance de rencontrer Christine, que tu connais, donc qui est ma femme, qui ne m'a pas quitté. Vous vivez toujours ensemble ? On vit toujours ensemble. Mais alors, c'est toujours ta femme ? C'est toujours ma femme. Alors pour moi, c'est simple, parce que je peux dire c'est ma femme. Là où on a un petit problème de terminologie, c'est pour elle. Alors pour elle, déjà, la situation était compliquée quand même. On va y revenir, parce que le courage, il est aussi chez elle. Exactement. Mais c'est vrai que pour moi, je peux dire que c'est ma femme. Elle, maintenant, on n'a toujours pas trouvé le bon terme. Qu'est-ce que je suis ? Je ne suis plus son mari. Je ne suis pas sa femme. Et là, on a un petit souci de terminologie. On ne sait pas trop comment. Mais vous êtes toujours ensemble, vous aimez. Tu as eu 2 enfants. Des petits-enfants aussi. Des petits-enfants. 2 petits-enfants adorables. Et ce qui est, c'est une des spécificités, d'une chance même, de ton parcours. Tout ça est resté. Ta vie professionnelle, ta vie personnelle. On reviendra sur ton parcours dans quelques instants. Alors, pour bien comprendre les déclics, je voudrais qu'on regarde 2 photos qui sont des photos de ta plus tendre enfance. Je ne sais pas si elle était tendre, ton enfance, mais c'est une fille. Oui, alors cette photo, je l'adore parce qu'en fait, je devais avoir à peine 2 ans d'ailleurs. Et je l'ai ressortie et souvent, d'ailleurs, ça m'est arrivé de la montrer à des amis qui me disent « Ah, quelle jolie petite fille !» Et ça me fait super plaisir, sauf que c'était moi, et moi garçon à l'époque évidemment. Mais quand je me vois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que je fais vraiment petite fille. Oui. Il y a une deuxième photo qui va arriver là. Alors alors déjà, journal. Déjà à 2 ans, les cœurs ne font pas les quiens, on dit. Mon chemin était déjà tracé, voilà. Avec la Voix du Nord, je crois. Avec la Voix du Nord. Alors ça, c'est un peu plus sérieux comme photo. Explique-nous. Oui, tout à fait. Alors cette photo, je suis contente de l'avoir retrouvée parce qu'en fait, cette photo pour moi est un marqueur. C'est la communion solennelle de mon cousin qui a 4 ans de plus que moi, donc j'ai 8 ans. Et vous me voyez, donc c'est le petit bonhomme qui est à gauche. Et qu'est-ce qu'il regarde, ce petit bonhomme ? En fait, il regarde l'aube. Et en fait, à cet instant-là, je voulais faire passer un message. Déjà là, mais c'était clair. Oui, totalement. Un message clair. Et c'est pour ça que pour moi, je veux être là-dedans.
Exactement. Et pour moi, bon, cette aube, elle avait là un caractère religieux qui, pour moi, je m'en foutais un peu. Moi, c'était le côté robe qui m'intéressait. Et je voulais faire passer le message en regardant, alors que c'est mon père qui fait cette photo, en la regardant et en montrant, voilà, c'est ça que je veux avoir. Moi, je suis une fille, je veux mettre une robe. Bon, il a rien compris et je lui en veux pas parce que c'était le message, il était complètement impossible. De la communion du petit. À comprendre. D'ailleurs, j'ai retrouvé la photo suivante, puisque évidemment, il me dit regarde l'appareil. Donc, j'ai regardé l'appareil, évidemment. Mais je suis contente de l'avoir retrouvé parce que je n'ai jamais oublié cet instant, évidemment. C'est vrai. Ah non, ça, je l'ai vraiment jamais oublié. Et quand j'ai fait mes recherches de photos, heureusement, toutes les photos sont bien classées, je les ai retrouvées. Et pour moi, c'était vraiment le marqueur. Donc, et même si je sais qu'avant, j'avais déjà ce sentiment que je n'étais pas dans le bon corps. Marie, vous, ça résonne en vous, ça a démarré très jeune aussi, ou pas? Ah oui, effectivement, tout jeune, puisque moi, mes premiers souvenirs datent de l'âge de 2 ans. Voilà, et j'avais un peu des similitudes, puisque moi j'étais effectivement une enfant, une petite blonde aux yeux bleus, et puis quand la rue me disait ma petite fille, je me disais mais comment il savait parce que, donc on apprend très vite à se dissimuler, parce que la règle sociale nous impose tout de suite une norme. Donc oui, il y a des similitudes là-dessus, et moi c'est rigolo, ça me fait sourire, parce que moi j'étais enfant de chœur aussi, et on faisait fraîche cancan avant d'arriver dans le chœur, au dos du curé, c'était très drôle. Voilà, donc j'ai des souvenirs aussi, je trouvais ça là. Moi j'avais une aube rouge avec une dentelle blanche, je trouvais ça très mignon. C'est les anciens modèles d'avant Vatican II. Voilà, merci. Non, merci. En milieu rural, c'était ça, je les ai connus aussi. Comment ils se rattrapent, vous avez vu, je les ai connus aussi. Ah ouais. Ces 60 années, tu les racontes bien dans ce livre. Ça a été plus des années de frustration, de douleur. On va voir quelques images de ton parcours, alors jeune, très jeune, musicien. Ça, c'était l'orchestre de la paroisse de Calais, c'est ça? On n'était pas dans une paroisse, mais on était dans une église où on était assez mal vu, parce qu'en fait c'était bien après Vatican II, mais c'était au moment où on a fait rentrer la musique, ce qu'on appelait la musique religieuse moderne, qui pour les traditions, enfin sans parler de traditionnalisme, mais les gens qui aimaient la tradition n'aimaient pas du tout. Batterie dans une église. Batterie dans une église, c'était pas très bien vu. Ouais. Mais non, en revanche, par-delà cet aspect qui a été formidable pour moi, et là j'ai eu le soutien de ma mère qui avait compris qu'il y avait un truc qui ne collait pas en moi, et j'étais tellement renfermé sur moi, d'une hyper timidité, j'étais vraiment tellement mal dans ma peau, et grâce à un ami, qui est toujours mon ami, et que tu connais d'ailleurs, donc là aussi ça fait 40 ans, José. Tu parles de José, hein. Voilà, qui était musicien, qui était batteur, et c'est lui qui m'a initié à cet instrument. D'accord. Et d'un seul coup, je me suis ouvert au monde, en fait. Et ça m'a vraiment sorti de moi. Bon, j'ai pas perdu le fait que je me sentais toujours fille intérieurement, mais ça m'a permis d'aller vers les autres. Moi qui, pendant des années, j'ai dû attendre des années avant d'oser pousser la porte d'un magasin, parce que j'avais peur des gens, j'avais peur de tout le monde, je me sentais vraiment très très mal. Et là, d'un seul coup, j'ai réussi à sortir de moi. Ouais, donc ça t'a aidé, ça. Alors, surtout ce parcours, enfin, dans le livre, tu exprimes des moments de blues, de solitude, de détresse. De mal-être. Le suicide. De mal-être, de tentative de suicide. Enfin, tu as pensé au suicide. Oui. Je n'étais pas très loin, malheureusement. Ouais. Et alors, tu es devenu par ailleurs journaliste, rédacteur en chef, secrétaire général de France Info, médiateur de Radio France, donc très exposé médiatiquement. Tu as dû attendre la retraite pour faire ta transformation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les années 50, alors déjà, j'ai mis, je pense que pour Marie c'est la même chose en fait, à notre époque, même si Marie est beaucoup plus jeune que moi, à notre époque, on n'en parlait pas. Moi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, si ce n'est que je me sentais en effet dans le mauvais corps, mais je ne savais pas ce que je ressentais en fait. Enfin, je ne savais pas ce que c'était. À la limite, je me disais, est-ce que tu te disais, un monstre. Je veux être femme? Mais oui. Alors justement, en plus, on disait, je suis issu d'une famille catho, donc j'allais au catéchisme. Il fallait faire sa prière le soir. Et ma seule prière le soir, c'était Jésus, je veux être une fille. C'était vraiment ma seule prière en fait, et vraiment tout petit. Alors après, donc, j'ai dû attendre finalement l'arrivée d'Internet, l'arrivée de Google pour que je puisse faire des recherches. Donc dans les années 2000, j'ai enfin compris que ça s'appelait la transidentité. C'est à ce moment-là que c'est devenu fort pour moi. J'arrivais aussi dans les années 50 ans à peu près,
enfin j'avais 50 ans, et c'est là que je me suis dit aussi, bon, maintenant a priori j'ai franchi la moitié de ma vie, et j'ai pas envie de la finir dans le corps qui n'est pas le bon, qui n'est pas le mien. Donc j'ai commencé vraiment à rechercher, et c'est là que je me suis dit, à un moment donné, il va falloir vraiment qu'il se passe quelque chose. Et ça s'est passé, oui, dans mes années 50. Sauf que le problème, c'est que je me disais, je me vois Quand tu pas. avais 50 ans. Pardon ? Quand tu Mais pas avais dans les années 50. Oui. Quand vous aviez 50 ans. Ouais, entre 50 et 60 ans. Et c'est là que je me suis dit, en fait, Radio France, puisque c'était ma maison, tout le monde me connaît, Je viens de te voir, là, vu les responsabilités que j'occupais. Et on n'imagine pas que du jour au lendemain, le secrétaire général de France Info devienne la secrétaire générale, ou après que le médiateur de Radio France devienne la médiatrice. Et c'est là que, finalement, je me suis dit, bon, dès que je peux, je pars à la retraite. Bon, je suis même parti un peu avant, parce que j'avais tellement de congés écoulés que j'ai pu partir un peu avant. Je le regrette maintenant, je le regrette parce que j'avais un boulot formidable. Bon, je continue à être journaliste en faisant des formations, mais c'est vrai que je serais bien encore resté. Mais honnêtement, à cette époque-là, Radio France, qui est quand même une maison très progressiste, très avancée, en fait, ne faisait rien. Enfin, rien n'était prévu pour qu'on puisse changer. Et maintenant, ce serait plus facile. Expliquez-nous toutes les deux, est-ce qu'on vit des douleurs? Comment on les surmonte? Et comment on les transforme? Est-ce que vous avez vécu des douleurs, vous, dans tout votre parcours d'avant, quand vous étiez Nicolas? Tout à fait. Parce que c'est difficile à comprendre comment expliquer une émotion, comment expliquer une sensation. C'est très difficile tant qu'on ne l'a pas vécu. Alors moi, je prends souvent l'image, imaginez que vous êtes en prison à vie pour un crime que vous n'avez pas commis. Et vous vivez dans une maison qui ne vous plaît pas, vous mettez des habits qui ne vous plaisent pas, vous mangez des choses qui ne vous plaisent pas. En fait, c'est une vie de solitude, de tristesse. On peut s'en accommoder, il y en a qui s'en accommodent, et puis il y en a qui ne supportent pas. Il y a beaucoup de suicides chez les jeunes trans, j'en ai connu. Donc vous êtes en tôle en fait. C'est la privation de liberté, la liberté d'être vous-même. C'est ça le plus terrible, c'est la pire des privations. Mais comme ça vient tout petit, vous pouvez vous y habituer quelque part, mais vous ne pouvez pas être une personne heureuse. Ouais. C'est clair. Béatrice, vous disiez il a fallu attendre la retraite, passer le pas. Vous, qu'est-ce qui a fait que vous ayez passé le pas? Moi, c'est un peu différent. C'est-à-dire que je n'ai pas fait un Big Bang, c'est-à-dire j'ai eu une vie cloisonnée. Donc j'avais une vie professionnelle différente d'une vie privée, etc. Donc c'était un peu schizophrénique parce qu'il fallait jouer sur les deux. Savoir au téléphone si on parle avec une grosse voix, une voix plus douce. Donc c'est assez compliqué, mais bon, on y arrive assez facilement, quoi. Quand l'as-tu annoncé, s'il y a eu une annonce, à ta femme? C'était en 2013. Ah, donc c'est récent. Donc c'est assez récent. Donc tu as vécu aussi, vous êtes rencontrés dans les années 80 ? Oui, on s'est mariés en 81. Donc tu as aussi vécu de 81 à 2013 dans une forme d'omission. D'omission, oui. Peut-être de mensonge même. Alors, moi j'aime pas le terme de mensonge parce qu'en fait, je ne sais pas mentir, j'aime pas mentir, je déteste le mensonge. Même si quand je l'ai annoncé à Christine, elle m'a dit « tu m'as menti ». Et vu de son côté, je le comprends très bien. Tu m'as trahi, tu m'as menti quand je l'ai annoncé donc en 2013. Mais en fait, je me suis aussi menti à moi-même parce qu'en fait, je ne savais pas ce que j'avais. Encore une fois, à cette époque-là, on n'en parlait pas. Alors, 2013, je le savais déjà depuis peut-être une petite dizaine d'années. Mais voilà, en fait, et je me voyais mal en train de lui parler d'un truc que je ne savais pas moi-même, sur lequel je ne savais même pas mettre un mot, en fait. Alors, il faut savoir que pendant des années, et ça a été votre cas aussi, tu as vécu des séquences de féminité cachées. Le samedi, ta femme travaillait tous les samedis. Le samedi, tu devenais femme. C'est ce que j'appelais mes sas de survie, en fait. Voilà. C'est ce qui me permettait, quand Christine partait, puisqu'elle est pharmacienne, elle travaillait dans sa pharmacie, quand elle y travaillait, moi j'étais à la maison et je devenais femme. Et j'allais faire les courses, d'ailleurs. Habillée en femme. Habillée en femme. Tu étais femme. J'étais femme, oui. J'aime pas dire j'étais en femme, parce qu'en fait, pour moi, j'étais femme. Alors, je m'habillais... Tu révélais ma féminité, en fait. Ta féminité, voilà. Exactement. Et vous ? Moi, j'ai cru comprendre que vers l'âge de 40 ans, dites-moi, c'est un témoignage que vous avez entendu et vous êtes dit, cette personne-là, elle raconte ma vie et j'ai pu mettre réellement un mot dessus. Mettre un mot dessus, c'est ce qui vous a manqué. Alors, et c'est important de pouvoir enfin le poser.
Tout à fait. À part que moi, j'ai pas eu une femme très tolérante, puisque quand j'ai compris ce que j'étais, je lui ai dit assez immédiatement. Et là, elle a eu le même discours. Tu m'as trahi, tu m'as menti. Je dis non, je t'ai pas menti, puisque je ne savais pas ce que j'étais. Ça m'a coûté un divorce de 15 ans. Donc, ouais, je l'ai payé cher. Vous vivez en couple aujourd'hui, hein? Donc aujourd'hui, j'ai une compagne avec qui je suis heureuse, qui m'accepte comme je suis. Donc ça, c'est possible. Le bonheur est possible même pour une personnalité trans. Hein. Quel courage, hein, alors ton épouse, ta copine, Christine, Elle reste mon épouse puisqu'on reste mariés. Officiellement, vous êtes toujours mariés. Ouais. Et, oui, et grâce d'ailleurs à la loi sur le mariage pour tous, parce qu'en fait, avant, les personnes trans étaient obligées de divorcer, puisqu'on ne pouvait pas être marié avec une personne du même sexe. Et grâce à cette loi, en fait, maintenant, ça ne change rien en termes administratifs, en fait. Donc ça reste mon épouse, oui. Ce qui est fort dans vos parcours de vie, c'est que vous êtes resté conforme à vous-même. Donc, toi, tu as toujours ton environnement familial, Christine, les enfants, les petits-enfants, un boulot, parce que alors tu es en retraite d'un côté, mais tu n'as jamais autant bossé, tu enseignes à Sciences Po, etc. Vous, cet engagement public en tant que maire, j'allais dire, il faut avoir des couilles. Je la voyais venir, celle-là. Je le dis souvent. Mais il y a 5 secondes, j'y pensais pas. C'est venu comme ça. Hein? Non, mais c'est très patriarcal. Non, mais il faut y aller. Quelle honte. Il est comme ça. J'assume. Non, il faut y aller. Enfin, non, mais moi, je vois un parcours de courage aussi dans vos histoires à toutes les. Mais alors, ce qui est amusant, c'est ce que tu viens de dire là, avec l'histoire de couilles. Ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est assez révélateur d'une espèce de virilité. Et je ne te fais aucun procès, mais c'est ça que d'ailleurs beaucoup d'hommes et beaucoup d'amis ont un mal fou à comprendre. Alors je dis pas ça particulièrement pour toi, hein, mais pour pas mal d'amis, ils ne comprennent pas qu'en fait, quand on est homme, eh ben on puisse devenir femme, parce qu'en fait on se sent femme intérieurement, et qu'en fait on perd cette forme de virilité qui visiblement pour beaucoup d'hommes c'est vraiment le truc majeur. C'est peut-être plus facile pour les femmes de l'accepter. Ah mais complètement. Ouais. Moi, on reviendra sur le débat, c'est très intéressant ce que vous dites dans quelques instants. On va marquer une petite pause, on rappelle le titre de votre livre, Béatrice. Ce corps n'était pas le mien, aux éditions First, qui vient juste de sortir. Bon, le moment n'est pas très bien choisi, mais il a l'air de plutôt bien marcher. On en reparle dans quelques instants. Vous revenez, mesdames, toutes les deux, après les infos avec Guillaume dans quelques instants. La suite de ce débat et de cette thématique dans 24 heures de France.